Bienvenue sur l'épisode 62 de Plein Potentiel. Aujourd'hui, je m'entretiens avec un collègue au doctorat en psychologie à l'UQTR et un athlète d'endurance, Ben Plante. C'est quelqu'un qui carbure au défi, c'est quelqu'un que je suis d'ailleurs sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Quelqu'un qui est motivant à suivre, qui a autant des connaissances théoriques sur l'aspect motivationnel, l'aspect psychologique du sport, qui a vraiment beaucoup d'expérience aussi terrain. C'est quelqu'un qui a pratiqué plusieurs sports et qui carbure vraiment là, au défi. D'ailleurs, son prochain défi, ce sera un 500 km en vélo qu'il doit faire à la fin de l'été 2021. Lors de l'épisode, on a discuté tout d'abord de son projet de recherche, là, de sur quoi ça porte exactement. On a aussi parlé de l'état de flow, de trucs pour lui, là, pour Ben, comment il réussit à accéder à cet état de flow-là, donc qu'on appelle aussi la zone vraiment dans le domaine sportif. On a aussi discuté de comment il gère la douleur lors de ses sorties, parce que vraiment, là, il fait des longues sorties. Donc, c'est un athlète d'endurance. Comment il va gérer ça à long terme là, au niveau de la douleur et de la fatigue aussi. On a aussi parlé des différents types de passions, de recherches qui ont été faites sur le sujet, aussi de lui, qu'est-ce qu'il en pense en fait, et si c'est possible en fait de développer ça, une passion qui est harmonieuse qu'on va appeler. Et finalement, évidemment, là, on a parlé de son projet qui s'en vient à l'été 2021, son 500 km, et de sa préparation d'ici là, tout ce qu'il a à faire, comment il s'entraîne et sa gestion au niveau de son temps et sa préparation, en fait. Alors, merci d'être à l'écoute. Si vous ne me connaissez pas, je suis Francis Lapointe, coach en psychologie du sport et étudiant au doctorat en psychologie. Donc, j'aide les athlètes à travailler l'aspect mental du sport, l'aspect émotionnel, psychologique. Et si toi-même, c'est quelque chose que tu aimerais vraiment travailler parce que oui, l'aspect mental, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, souvent, quand on va avoir une mauvaise performance, c'est pas en raison d'une mauvaise préparation physique ou des défauts techniques ou tactiques. Ça va souvent être l'aspect mental qui va flancher ou qui ne sera pas assez travaillé simplement. Alors, si vous voulez améliorer cet aspect-là, travailler avec moi, donc vous pouvez m'écrire, vous pouvez aller sur mon site internet francislapointe.ca. Tous les détails sur les services se retrouvent là. Et sinon, il y a aussi mes réseaux sociaux dans la description que vous pouvez aller suivre. Donc, je vous laisse immédiatement avec mon épisode du jour avec Ben Plante. Bonne écoute. En fait, là, ce que je voulais commencer, c'est, les gens ne savent peut-être pas, là, mais toi, tu es au doc en psycho. Tu es au PhD ou doc intervention? PhD, en fait, ouais, okay. pas d'intervention. Doc recherche, OK. Ouais. Tu es au doc recherche, tu travailles pour les coms aussi à l'université. Fait que toi, le doctorat, en fait, c'était un retour aux études, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai été, avant d'être à l'université, j'ai été 10 ans militaire. Fait que j'ai fait une maîtrise pendant que j'étais militaire. Ouais. J'ai été 10 ans dans les forces. Puis, en revenant à l'université, en fait, là, j'ai vu l'opportunité de recommencer un doctorat là, que j'avais fait. J'avais commencé en 2007 puis que j'avais mis de côté là, pour aller pour servir dans les forces finalement. Ouais. J'avais été inscrit après mon bac. Fait que, grosso modo, 10-11 ans entre les deux. Puis là, je recommence ce projet-là. Ouais, ça fait-tu que tu dois tout recommencer au départ, étant donné qu'il y a quand même un grand laps de temps entre les deux? Là? Oui. En fait, je pense que j'aurais pu me faire créditer un cours de stats que j'avais fait à l'Université Laval au niveau du doctorat, mais rendu là... T'es aussi bien de le refaire, ça doit être loin dans ta tête. Là. Exactement. Fait que, en fait, j'ai refait le cours de stats de l'autre session. Fait que j'ai mieux repartir de zéro. Bâtir les bases comme il faut plutôt qu'essayer de tourner coin rond. Là, puis, puis au doc recherche, contrairement au doc clinique, l'aspect stat, c'est comme essentiel de bien comprendre ça. Là. Exact. Fait que, Fait que c'est ça que j'ai commencé ça. En fait, l'université me donnait des bonnes opportunités pour le faire, puis j'avais le goût. Fait que là, 1 an et demi, je suis sauté là-dedans. Puis pour l'instant, ça va bien, mais en fait, je suis comme entre deux présentement. Là, je suis en train de changer de directeur de thèse, donc mon sujet va se réaligner, il reste dans l'activité physique, etc. Puis, mais ça va toucher un peu moins la performance, mais un peu plus l'activité physique là, chez les dans le fond, le passage de l'intention à pratiquer l'activité physique à l'action de le faire, certains déterminants là-dedans, puis la santé mentale, là,
particulièrement chez les étudiants universitaires, là, voir comment l'activité physique permet d'avoir une meilleure santé mentale, je veux dire, là, ou de protéger certains facteurs plus néfastes d'anxiété, de dépression, etc. Puis, est-ce que ça veut dire que tu te ramasses avec un ou une directrice d'un autre départ que celui de psycho? Tu t'en vas-tu avec quelqu'un en kin ou activité physique? Oui et non, en fait, je vais avoir quelqu'un de psycho encore. OK. Tu vas avoir un co-directeur. Une co-direction, exactement. Ouais, puis ça. l'autre, c'est François Boudreau, qui est en sciences infirmières, mais qui est plus proche, qui a toujours été dans l'activité physique. Là. Il est moins sciences infirmières, mais c'est prévention des maladies par l'activité physique. Là. Fait que, ouais, je suis en train de tout faire ça, de bouger tout ça. Ah, ça, c'est un gros changement. Ma blonde, elle l'a fait aussi. Elle a dû changer de directrice durant le parcours. Heureusement, elle n'a pas eu à recommencer, mais elle a quand même eu à refaire un peu quelques trucs, changer un petit peu sa direction. Là, mais c'est poche un peu quand tu dois mettre du travail que tu as fait de côté puis te rediriger vers de quoi de différent. Là. Ouais, mais pour vrai, le sujet, là, en tout cas, c'est pas encore tout canné, évidemment, là, mais on va être plus techno pas mal. Là, ça va être des prises de mesures plusieurs fois par jour là, via une application sur ton cellulaire. Fait que des données, à place d'avoir une donnée d'un formulaire, ça va être vraiment comme comment tu te sentais avant, pendant, après l'activité physique, puis l'activité physique avec des accéléromètres sur la personne. Fait que ça va être mesuré. Okay. Une donnée objective de comment tu as bougé, etc. En tout cas, c'est pas tout attaché, mais le côté technologique va permettre de faire des choses que ce type de recherche-là ne pouvait pas être fait il y a 15 ans. Là, maintenant qu'on a tout un iPhone dans les poches, il y a des données qu'on donne en fait. Là aussi, on en donne à tous les minutes des données à Google qui font des choses avec, mais en recherche, ça va nous permettre quand même d'aller chercher peut-être des petites subtilités qu'on n'avait pas avec d'autres techniques. Là. Ouais, puis c'est ça qui était un peu plate avec certaines recherches. En fait, c'était une distraction pour les athlètes là, d'avoir un questionnaire avant ou après. Tandis que quand tu demandes aux jeunes de juste s'ouvrir une application, d'écrire comment ils se sentent avant sans que ce soit comme de quoi de trop lourd de 30 minutes à remplir non plus. En tout cas, il y a des belles possibilités à faire aussi de voir comment la personne se sent durant l'activité, contrairement à dire après comment il s'est senti. Oui, puis ça évite tout ce qui est. Ça minimise un peu tout ce qui est biais de rappel, parce que quand quelqu'un remplit un formulaire, comment tu te sentais dans ce que tu as fait, là, 3 jours, là, 1 mois. Moi, je me rappelle pas ce que j'ai mangé pour déjeuner, là, fait que. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à réorienter ta carrière vers la psychologie du sport? Ben, en fait, c'est plus ou moins une réorientation parce que tu étais déjà là-dedans il y a 10 ans, mais pourquoi le retour? En fait, c'est vraiment par plaisir, en fait. Là, en travaillant dans le milieu universitaire, on côtoie beaucoup de gens qui, en fait, je gravite dans le milieu universitaire par la bande. On côtoie les profs, on côtoie des gens qui travaillent dans les départements, etc. Puis l'université supporte évidemment par un programme de perfectionnement que son staff continue à se former. Là, ça fait partie de la culture de l'organisation. Puis c'est encouragé. Fait que les conditions étaient vraiment belles. Puis tu sais, le sport, depuis quand j'étais jeune, j'en ai fait. Comme certaines personnes, il y a une petite période, je veux dire, pendant mes études, un peu moins. Puis c'est revenu là, quand je me suis enrôlé dans les forces, évidemment, là, l'activité physique, ça fait partie du quotidien. Ce qu'ils appellent du PT le matin, en peloton, tu cours le matin en peloton, puis l'activité physique fait partie. Puis ça la souffrance, toi, dans le fond, là, la vraie. Là. Ouais, oui. Pas la petite activité physique relax, là, tranquille. Là. Non, j'ai un petit côté excessif, là, parce que après ça, à Québec, pendant un petit bout, j'ai fait des arts martiaux mix à Sept-Îles aussi, ouais. Puis j'ai compétitionné, j'ai fait un combat d'arts martiaux mix là, dans un vrai ring à un moment donné, il longtemps de tout ça. Mais tu sais, pour dire que l'activité physique, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel, tu sais, qui fait partie de ma vie. Puis de l'étudier, puis initialement, c'était plus le volet performance là, dans mon premier bout de thèse. Là, c'est plus activité physique générale, mais dans les deux cas, je trouve que on peut tellement apprendre de choses, on peut tellement grandir, gagner de l'activité physique, autant physiologiquement parlant. Là, je veux dire, ça a été clairement démontré que si tu fais ton 150 minutes d'activité relax, là, puis là, le chiffre, on pourrait... les médecins, c'est sur ce chiffre-là carré qu'ils ont choisi, puis 75 minutes plus active, plus modérée, vigoureuse. Toutes les maladies
de lifestyle chronique, ben tu diminues beaucoup, beaucoup tes risques. Fait que, tu sais, rien que ça, pour ça, c'est déjà un volet super important. Puis, tu sais, entre nos deux oreilles, là, les deux, on vient plus d'un background de psycho, puis, ben, tu le sais comment, hein, tu peux apprendre des choses qui se transposent en plein d'autres aspects de ta vie. Oui. Puis, tu peux te développer des compétences, de la résilience, tout plein de choses à travers les sports. Fait que, tu sais, de pouvoir étudier tout ça, comment ça fonctionne parce qu'on a toute une idée de qu'est-ce qui se passe. Ben, en psycho, ben, on le met en petite boîte, puis on l'étudie, puis on apprend on découvre comment certains bouts expliquent certains pourcentages de la variance de tout ça. Fait que c'est vraiment ça. Moi, puis, tu sais, comme je t'ai dit, il y a 10 ans, j'avais l'intention d'en faire un doc. Le volet recherche, le volet création de connaissances, ça m'a toujours allumé. Puis, tu sais, comprendre les chiffres qu'on lit, à la limite, là, c'est niaiseux, là, mais tu sais, la majorité des gens, on lit des choses dans le journal, puis ils nous citent des stats d'études à droite puis à gauche, puis c'est un peu pris pour du cash. Puis, ben, sans rien enlever aux journalistes, pour toi et moi qui lis des articles scientifiques, on le sait, le monde, tu sais, souvent, même nous, on le fait, là, on lit souvent l'intro, la discussion, puis on saute beaucoup le milieu des stats. Mais pourtant, si ce bout-là, les chiffres sont pas valides, pas bien faits, ben, ce qu'on lit à la fin, ça vaut rien. Mm-hmm. Fait que d'être capable de tout comprendre ça, là, c'est ça. C'est un peu tout ça qui m'allume à faire un doctorat en même temps que travailler à temps plein, de m'entraîner, d'avoir un enfant. Puis... Oui, c'est ça. Puis là, tu disais que l'école, ils ont quand même une belle flexibilité. L'université, tu fais-tu moins d'heures, étant donné que tu es aux études en même temps? Ben, pas moins d'heures. C'est-à-dire, mettons, cette session-ci, j'avais un cours qui était de 3,5 à... Bon, fait que de 3,5 à 4,5, je suis libéré. Fait que cette heure-là est libérée. Fait que oui, en fait, cette session-ci, je faisais une heure de moins par semaine. Puis, on prenait un programme de recherche comme ça pour le nombre de crédits total de recherche, il nous libère du temps à utiliser là, au courant des 4, 5, 6 années de doc. Là. Fait que oui, au bout de la ligne, je travaille un petit peu moins. Je suis libéré à la fin de l'année, là, ouais. Ben, c'est pas nécessairement à la fin de l'année. Il faut que tu t'arranges avec ton boss pour quand tu veux les prendre, comment tu veux les prendre. Là. Moi, cette année, je vais probablement essayer de prendre comme plus ou moins. Là, puis il y a de là-dedans, il va y avoir du sans-solde, il va y avoir des vacances, mais d'essayer de prendre une journée par semaine pour me libérer complètement puis faire que mon doctorat, là, au moins. Fait que essayer de mettre une journée là-dedans pour que le projet avance. Là. Ouais, parce que si tu décroches, moi j'avais déjà lu plus qu'après 6-7 jours déjà, il faut que tu te remettes dedans, puis tu perds du temps en fait à te remettre dedans, puis à relire, c'est OK, je suis rendu là, tu perds comme 1 heure juste à te mettre à jour. Là, comme. Fait que, non, c'est en plein ça. Fait que c'est pour ça que en tout cas, je vais essayer. Je ne passe pas encore tout canné cette affaire-là, là, de comment je vais m'arranger. L'été, on tombe à 4 jours semaine à l'université par convention. Fait que déjà là, j'en ai une. Pour l'été, c'est réglé. Puis rendu à l'automne, ben, il va falloir que je négocie comment j'y arrive. C'est good. Puis là, avant ton projet de recherche, ça portait sur le flow, je pense. Pas tant sur le flow que sur c'était plus en lien avec la théorie d'autodétermination. Fait que, quand on entend parler motivation intrinsèque, extrinsèque, les différentes formes. Puis en fait, ce qu'on voit dans des études particulièrement au niveau du sport puis des athlètes, même là, pas sport récréatif, plus athlétique, les athlètes qui cherchent à performer, c'est que les motivations qui sont qualifiées comme extrinsèques, qui sont des pressions de l'extérieur sur soi, fait que externe pouvant être, on parle de l'argent, on parle du fame, on parle de tout ça, puis tout ce qui touche l'ego aussi, fait que autant le faire parce que sinon je vais me sentir mal, le faire parce que ça me rend fier, c'est l'ego qui met une pression externe sur nous-mêmes, là, ça nous appartient, c'est interne à nous, mais c'est une pression externe. Il y a certaines études qui démontraient que les deux côtés, là, les motivations plus internes, puis ceux-là, ils étaient présents chez les athlètes qui performaient le plus. C'est que les deux étaient liés à la performance. Puis ça va à l'encontre de la théorie principale qui dit que la motivation intrinsèque, c'est elle qui drive la performance, qui drive le bien-être, qui drive l'ensemble de ce qui serait la plus adaptée aussi. Là. Puis probablement que c'est la plus adaptée pour vrai aussi, mais chez un athlète d'élite, c'est pas super adapté. Là. On va se dire les vraies choses. Je veux dire. Son mode de vie à la base. C'est ça, il s'adapte, mais en soi, tu es all-in dans quelque chose, dans une chose ou à peu près, puis tu n'as pas le choix. C'est pas très équilibré.
ben, il y avait ça. Fait que, moi, je voulais aller gratter dans le mieux comprendre le pourquoi, parce qu'il y a pas, il y a eu une couple d'études, là, quelques années, puis ça a comme tombé un petit peu, probablement, là, puis là, on parle plus de politique de la recherche, c'est-à-dire que ça va à l'encontre de la théorie principale que les auteurs défendent depuis 30 Depuis un ans. bout, Fait que, ouais. tu sais, le monde tu veux pas, c'est ça, c'est des gens avec qui tu travailles, influents, puis j'imagine qu'il y a des gens à un moment donné qui ont fait, ben, OK, mais, tu sais, grattons dans le sens qui fit avec tout. Fait que Ouais. c'est plus vers là que je m'en allais, essayer de comprendre pourquoi, tu sais, probablement, c'est fort, là, je veux dire, les motivations de l'ego, les motivations externes, là, ben, je veux dire, particulièrement les motivations de l'ego, on a toutes, là, tu sais, on fait toutes des choses pour notre propre ego. Fait que ça aurait été de gratter un petit peu là-dedans. Fait que je m'en allais vers ça, pour voir comment ça influence la performance, les deux aspects, là. Puis t'avais-tu commencé à mieux comprendre ou t'avais-tu des hypothèses? Ben, tu sais, les hypothèses qui sont émises, c'est entre autres que le milieu sportif d'élite supporte c'est un milieu qui supporte les motivations extrinsèques, c'est-à-dire tu as un classement, tu es tout le temps classé à quelqu'un d'autre, fait que, Mhm. ça crée ça. Quand quand tu es élite, ton succès t'apporte des récompenses externes qui te permettent de continuer. Fait que c'était beaucoup lié à ça. En tout Ouais. cas, les hypothèses des auteurs, que la culture sportive d'élite crée ça. Moi, mon hypothèse aurait été que il y a certains facteurs qui protègent et qui font en sorte que malgré ça, probablement que si que les motivations autonomes compensent, potentiellement, là, je voulais mesurer aussi le bien-être psychologique, voir si quelqu'un, par exemple, qui aurait le même profil externe-interne, si c'est un plus beau profil de bien-être psychologique, est-ce que ça modère Mhm. les effets versus quelqu'un qui en aurait un moins beau? Est-ce que ça a un effet? Fait qu'il y a je voulais aller voir les modérateurs de tout ça parce que les études qui ont été faites, ils ne tenaient pas compte de modérateurs du tout, là. Ils ont juste mesuré la performance, les, les variables de motivation. Ils ont OK, mis ça ouais. ensemble puis sont arrivés avec ces résultats-là, puis ça n'a pas été poussé plus loin. Mhm. Ben, c'est ça, c'est un peu ça la recherche. C'est que tu as une recherche qui te fournit une mini-info, puis là, ben, ça donne un petit peu de jus pour d'autres de continuer là-dessus, puis de voir qu'est-ce qui peut être fait de plus, puis tout le temps. Puis, Ouais, mais là, c'est ça, c'était vraiment de quoi de un peu nouveau, là, si on peut dire, là, qui confrontait une autre théorie. Là. oui, exactement. Puis, tu sais, là, l'enjeu que j'avais aussi, c'est que présentement, des athlètes d'élite ben, ça dépend dans quoi. Là. Moi, je m'enlignais plus vers les sports d'endurance par intérêt personnel, puis parce Ouais. que, tu sais, les dynamiques selon les sports, je pense que ça varie, là, surtout à ces niveaux-là. Là, tu sais, quand on parle d'activité physique générale, ça peut être assez semblable dans tous les individus, mais quand on tombe dans, mettons, des sports qui demandent plus de skills, par exemple, qui demandent plus du travail d'équipe, hein, des sports d'équipe versus un sport individuel, Ah puisque ouais, la il y a, course à pied, ça ne demande pas de skills. Là. Tu mets un pied devant l'autre, puis tu avances. Fait ouais, il que y a plein de chacun, particularités, il y a plein de contextes différents pour chaque sport. Là. ok, je faisais ça. Fait que je m'alignais plus là-dedans, mais présentement, il n'y en a pas bien, bien. Fait que ça repoussait un peu aussi tout ça. Fait que c'est pas pour ça que OK. j'ai pas pour ça que j'ai changé de sujet. Mais présentement, c'était un peu dur de vouloir commencer une collecte de données parce que, ben, à part les athlètes de très, très haut niveau, que les compétitions ont repris, dans ces sports-là, ça n'a pas repris parce que c'est généralement quand même des sports de masse, là, malgré, tu sais, les élites au marathon de Montréal, ben, ils courent le même trajet que le gars qui le court en 4h30. Fait que, tu sais, ça fait des grosses masses. Fait qu'avec la COVID, ben, Mhm. évidemment, ces sports-là, pour l'instant, ben, l'année passée, cette année, on le sait. Il y en a qui ont Ouais, déjà annulé certaines choses, il y en a qui non. Fait que c'est ça. ça Fait que devenait complexe. Ouais. ça devenait complexe un petit peu aussi. Je sais que quand même, c'est pas ton sujet de recherche, là, mais le flow, c'est quoi qui Ouais. t'intéresse? Tu as écrit des articles là-dessus sur ton site. Euh, Selon toi, comment on fait pour accéder à cet état-là? Euh, Puis peut-être décrire c'est quoi aussi pour les gens qui savent plus ou moins ce que c'est. Là. Ouais, ben en fait, la façon que ça a été défini, là, puis là, je n'ai pas mot à mot, mais tu sais, c'est vraiment un état d'absorption complète dans ton activité. Fait que dans le sport, on parlait dans le sport, ou tu sais, fait que je pense que les gens réfèrent beaucoup plus avec le concept d'être dans sa zone. Je pense que ça parle Ouais. peut-être à plus de monde que le concept de flow. Mais bon, être dans sa zone, c'est une façon de nommer ce qui a été appelé le flow, là, quand, en fait, qui a été
étudié scientifiquement depuis pas si longtemps, peut-être une quarantaine d'années, mais que, en même temps, je pense que ça existe depuis toujours. Là. Je veux dire, c'est une capacité de l'être humain qui existait avant, c'est juste que ça a été conceptualisé, c'est ça, dans les années 80, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est en 80-81, le livre de Mihaly, il me semble que c'était dans ce coin-là. Ces années-là, dans les années 80, si je ne me trompe pas aussi. Ouais. D'y arriver, en fait, ce qui se rend compte, c'est qu'il y a certains facteurs qui prédisposent à ça. Généralement, il faut que ton attention, ça le dit, il faut que tu sois capable d'être complètement attentif à ce qui se passe, c'est un peu moment présent, là, ce concept-là. Il faut d'être complètement dans le moment présent sur ton activité. Donc, ça implique aussi d'éviter les distractions. Fait que si c'est dans un espace où tu vas être distrait, il y a moins de chances que tu puisses y arriver. Souvent, on parle au niveau le plus psychologique, là, d'avoir des objectifs clairs. Fait que, de savoir ce que tu veux vraiment. Avoir un bon défi aussi, des objectifs clairs, mais difficiles aussi, mais pas trop difficiles. Mais le ratio, un bon défi, le ratio difficulté. Il faut que ça soit, dans le fond, plus difficile que ce que tu es capable de faire facilement pour que ça te demande de mettre ton énergie dedans. Fait qu'il y a comme ce ratio-là. Puis l'autre chose souvent qu'ils disent, c'est le feedback. Là. Puis le feedback, il peut être un vrai feedback ou biologique. Puis avec le temps, on apprend à se connaître. Là, c'est-à-dire que tu es capable de gager ton effort pour rester dans cette zone-là. Fait que si tu vas trop haut, ton feedback biologique te dit je suis en train de pousser un peu trop, tu vas le sentir, il faut que tu te ramènes. Puis si t'es pas assez. Par exemple, je pense à quelqu'un qui court, si tu cours vraiment très, très tranquillement, puis tu regardes tout partout autour, ça ne sera pas le flow. Là. Ça se peut que tu aimes bien ça, et que tu aies beaucoup de plaisir à le faire, mais c'est pas ce qu'on décrit dans l'état de flow. Normalement, ton état de flow, ça va être quasiment une compétition. Tu vas être sur le bord de ta ligne rouge tout le long, même des fois, tu vas être juste un petit peu en haut. T'sais. Fait que tu vas être vraiment là-dedans. Fait que c'est plus ça. Juste pour revenir, parce que ça m'amène comme une question, là, tu dis d'être vraiment dans le moment présent, puis d'être vraiment dans ce que tu fais là, dans le moment, dans le sport vraiment. Dans des sports d'endurance où ça peut être très long, est-ce que ça peut venir même négatif d'être trop comme dans sa performance? Parce que moi, exemple, quand je cours, souvent mes bonnes courses, je pense pas tant au fait que je suis en train de courir. Là. Je suis comme on dirait que je peux penser à plein d'affaires puis être distrait. En fait, pour moi, la distraction, la musique, toutes ces choses-là peuvent m'aider, en fait. Là. Puis pour les sports d'endurance, ça peut être très long. Là. Ouais, puis mais il y a l'autre chose, c'est dans la littérature, les états de flow, ça ne dure pas 2h30. Là. Ben, c'est ça aussi. L'état de flow ne durera pas tout le long de l'activité sportive. Non, c'est ça. Tu vas fluctuer, tu vas ressortir, tu vas revenir dedans, surtout dans des longs efforts. De même, il va y avoir un 15 minutes à un moment donné que tout va être parfait. Puis à un moment donné, pour quelconque raison, tu vas décrocher. Puis là, peut-être que si tu cours sur 1 heure, tu vas rembarquer, il va y avoir une toune qui va embarquer, qui va, comme tu dis, qui va être comme un trigger pour toi. Tu vas rentrer dans ta bulle, tu vas repartir, tu vas savoir où est-ce que tu t'en vas. Tu vas être comme, le prochain 10 minutes, là, tu tiens ton pace, tout est parfait. Fait que, il faut pas... C'est pas un état constant, parfait, égal tout le temps, à mes yeux. Puis là, quand tu lis un peu la littérature scientifique là-dessus, il y a comme 2 approches. Il y en a une qui est très, il faut que tu checkes toutes les boxes. Puis là, tu es dans le flow. Puis il y a une approche qui est plus continuum aussi, où t'es pas obligé, le monde pourrait être un flow, t'es pas nécessairement dans l'ensemble de l'œuvre. Il y a de différents concepts là, avec les temps qui ont évolué, des micro-flows, où tu es plus dans des mini-zones de flow. Fait que oui, je pense que c'est différent un petit peu d'une fois à l'autre, là, ce qu'il y en est, mais ce qu'ils découvrent aussi, c'est qu'il y a comme une base biologique là, au flow. Dans le fond, certains mécanismes qui se mettent en place, qui vont être au niveau du cerveau, qui sont similaires d'une fois à l'autre. Puis honnêtement, là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que moi-même, là, ma neuroscience est plus complexe, mais ce que ça démontre, c'est qu'il y a quand même, si tu as des corrélats neuronales similaires pour tous les gens qui rentrent dans ce type de zone-là, peu importe que ce soit en venant de l'art, que ce soit dans le sport, que ce soit dans d'autres choses, au travail, on a tout le même cerveau, grosso modo, qui est capable d'amener dans le même zone. Fait que c'est là qu'ils ont découvert, c'est là qu'on peut voir comme des parallèles qui permettent de dire,
c'est des trucs ça. communs, là, ouais. Des trucs communs qui décrivent la chose. Mais je pense que les points principaux, c'est quand même l'attention, les objectifs, au niveau psychologique du moins. Comme tu dis, on a dit feedback, puis le niveau, trouver ton niveau entre le défi et ta capacité à le réaliser. Fait que toi, t'es-tu rendu capable de mettre en place certaines choses puis de rentrer volontairement dans cet état-là? Je sais ce qui m'aide à le faire, puis je sais un peu plus sur mes zones, particulièrement comme sur le basic, parce que le ce temps-ci, c'est ce que je fais beaucoup. Là. Je sais que si je pédale, par exemple, je veux dire, là, pour ceux qui font du vélo, on peut peut-être comprendre, mais à 50% de mon FTP, ce qui est très relax, je ne vais pas être là-dedans. Là, okay. Au contraire, en fait, il faut que j'écoute une émission parce que je trouve ça boring. Puis ouais. là, en fait, ça a été décrit un peu entre le boredom, entre l'ennui puis l'anxiété, entre le moment où ton corps est trop excité ou ton corps trouve ça trop plate, c'est quelque part entre les deux. Fait que il faut que je sois dans mon sweet spot là, en vélo, là, juste un petit peu en dessous de mon effort maximal. Ce qui m'aide, par exemple, c'est d'être en groupe. Fait que ça m'oblige à garder un rythme un peu plus. Il y a des choses comme ça que je sais que ça, c'est plus externe à moi. Mm-hmm. Mais la machine, par exemple, quand je pédale l'hiver, ben, tu vois, t'as ton feedback en direct. Fait que je sais que si je trouve dans mon cas de 220, 240 watts, c'est le moment où je vais pouvoir l'être assez facilement. Là, que le temps passe vite, l'effort, faut que je me concentre pour maintenir mon effort. Fait que j'oublie ce qui se passe autour parce que si je pense pas à ça, je finis par décrocher. Puis là, je suis plus dans mon groupe, par exemple. Fait que il y a des choses que tu découvres avec le temps, je pense, comme personne qui t'aide à rentrer là-dedans, des facteurs. Puis c'est tout le temps là, c'est sûr que quand tu fais tout le temps de activité, ça t'aide à mieux cerner ces moments-là. Là. Ouais. Mais là, tu me diras, mettons, je dis ça pour le sport, mais quand je fais des courriels pour la job, j'ai pas encore trouvé la formule magique pour rentrer dans un état de flow. Ça reste encore quelque chose, tu sais. Fait que il y a pas une switch. Je suis pas à avoir une switch on-off, puis je suis pas sûr qu'elle existe. Il y a probablement des gens qui sont capables, là. Tu sais, si tu te concentres là-dessus, en fait, c'est sûr que oui, comme n'importe quoi d'autre, tu sais, pareil, je pense à la respiration de Wim Hof, là, je sais pas si tu vois un peu c'est qui, là. Le monsieur dans l'eau, là, dans l'eau froide, puis il réussit à comme contrôler son système nerveux. C'est une grosse mode, ça, c'est un site, là. Ouais, ben ça fait une couple d'années qu'il pousse, mais tu sais, à un moment donné, ils ont fait des études sur lui, puis ils injectent le colis, puis par son contrôle de son corps, il réussit à le battre. Puis là, ce qui est parti en cool avec ça, c'est que lui, il le fait pour lui, mais après ça, il enseigne sa technique à du monde, puis il réussit à faire la même chose. Fait que c'est pas juste lui le freak de nature, parce qu'il l'apprend à d'autres mondes qui ont pas fait ça pendant les 40 dernières années, puis ils réussissent. Fait que j'imagine que si lui qui allait contrôler ça, quelqu'un qui voudrait vraiment travailler sur sa capacité à rentrer dans des états de flow, puis des états un peu de conscience alternative pourrait y arriver. Mais personnellement, j'ai pas l'énergie et le temps et le désir de devenir un genre de moine du flow. Non, c'est ça. Sinon, je sais que tu t'intéresses aussi aux différents types de passions. Tu as aussi écrit des articles un peu là-dessus. Ouais. Toi, au niveau des passions, là, il y a une passion plus harmonieuse, qu'on va dire, qui est plus adaptée, qui est meilleure, qui est un peu plus saine, en fait, là. Ouais. Et la motivation plus obsessive, là, où on va être plus dans l'intensité, dans l'excès, là, vraiment par rapport à notre sport. Toi qui fait des sports d'endurance, en fait, là, qui nécessitent quand même plusieurs heures d'entraînement par semaine, comment tu fais justement pour garder une passion qui est plus harmonieuse puis pas tomber dans l'excès? Dans mon cas, je pense que c'est mon environnement est comme un genre de reality check, c'est-à-dire que avec un enfant, avec une blonde, etc., ça me force à me garder les pieds sur terre puis à pas mettre tout là-dedans. Mes relations avec les gens qui m'entourent qui sont importants pour moi sont importantes. Fait que ça fait en sorte que, par exemple... ça te force, mais en même temps, c'est toi qui accorde de l'importance justement à ces relations-là. Exact, c'est ça. En fait, c'est une des choses, je pense, qui délimite les autres. C'est quand ça devient obsessionnel, c'est que une passion obsessionnelle, c'est que tu n'es plus capable de faire ça. Tu vas te sentir tellement mal de ne pas être en train de faire ta passion
faut que tu la fasses au détriment des autres, au détriment dans certains cas de ton emploi, etc. Fait que tu sais, moi j'en suis là, j'arrange mes horaires du mieux que je peux. Tu sais, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner sur l'heure du midi, fait que je fais beaucoup de mon volume là. J'ai une fin de semaine sur 2 que j'ai pas d'enfant, ou ce que oui, je scrape une journée, je vais dire, là, de vie de couple, là, mais ma blonde, ça fait partie du deal. Là. Mais tu sais, la fin de semaine que j'ai mon gars, je pars pas 8 heures en vélo, je le fais la fin de semaine sur 2 que je l'ai pas. Je m'oblige. J'essaie, pour pas justement nuire trop à mes relations, j'ai le luxe d'avoir des vacances que je fractionne. Fait qu'à la place de prendre une semaine de vacances l'été, ben il y en a des que je fractionne en demi-journée pour pouvoir faire des plus longues sorties. Fait que tu sais, j'essaie de trouver un équilibre, mais ouais, c'est pas tout le temps facile là, avec d'y arriver. Mais je pense que la grosse différence, tu l'as nommé au début, là, c'est ça. C'est tant que t'as d'autres sphères importantes, généralement, tu as encore un équilibre. C'est quand tu oublies ces sphères-là puis que tu mets toutes tes œufs dans le même panier que tu tombes vraiment du côté plus obsessionnel. Ouais. Puis c'est ça, t'accordes une grande place à l'organisation de tout ça, puis la gestion de ton horaire, justement, pour t'assurer d'avoir un équilibre par rapport à tous les différents aspects de ta vie. Oui, exact. Puis, ça se développe-tu? Ça se pratique-tu une passion harmonieuse? Tu sais, c'est quoi qui contrôle? Tu sais, moi, une des raisons qui m'a amené vers ça, c'est que c'est très lié à la théorie de l'autodétermination. Dans le fond, le modèle dualiste de la passion, ça vient de Montréal, là, ça vient de Robert Vallerand, qui est à l'UQAM, puis qui est comme très associé aux deux chercheurs qui ont parti, si on veut, là, qui ont démarré la théorie d'autodétermination. Puis à travers ça, il y a les 3 besoins de base qui sont la besoin d'autonomie, compétence, puis affiliation. Puis c'est très, très corrélé. Fait que si quelqu'un ces besoins-là sont bien satisfaits, généralement, sa passion est plus associée à une passion harmonieuse. Puis quelqu'un que ses besoins sont pas satisfaits, risque de développer l'autre. Ça fait que, si tu n'as pas l'affiliation étant les relations à l'autre, fait que si tes relations sont pas bonnes, ou que tu perçois pas ce besoin-là, tu peux plus facilement tomber dans l'autre côté, là, dans le côté obsessionnel. Fait que c'est plus vers là que ça m'avait amené. Fait que quelqu'un qui développe un bon sentiment de compétence, d'autonomie, particulièrement affiliation, je pense que c'est une belle façon de te protéger. Là. Donc, fait que, d'être sensible au fait que les relations aux autres puis tes autres sphères sont importantes, c'est une façon de te protéger. De le développer, je serais porté à dire que je sais pas si ça se développe ou ça se met. Peut-être c'est plus moi, mais moi j'ai plus l'impression que dans mon cas, je le maintiens que je le développe. Ça se gère plus. Ouais, j'ai plus une je suis pas très obsessionnel. Je peux être obsessionnel, mais j'ai comme une prédisposition, je pense, à ça, à maintenir une passion harmonieuse, puis à garder de la place pour les autres. Puis je le gère, comme tu dis, plutôt que de me protéger pour pas devenir obsessionnel, mettons. Ouais. Tu as dit tantôt, tu as fait des sports de combat. Tu fais des sports d'endurance. Toi, dans le fond, tu aimes ça souffrir. Là. Comment tu fais pour gérer la souffrance? Là? J'imagine que tu en es venu à développer des moyens pour faire face à ça. Là. Tu sais, je souffre pas si souvent que ça. C'est-à-dire qu'un style des sports d'endurance, moi, puis là, j'essaie de garder ça simple, là, ça fait partie de tout parce que tu peux rentrer ça compliqué, les sports d'endurance puis tout, mais moi, mettons, puis je m'auto-coach parce que il y a trop de choses autour de ma vie pour que quelqu'un puisse prendre le contrôle de mon horaire et de mes types d'entraînement. Là, je suis pas prêt à... J'ai déjà songé, puis il y avait un coach à un moment donné qui m'approchait, puis je suis mon horaire est comme fait sur 2 semaines, puis il faut qu'il y ait beaucoup de flexibilité. Mais ça pour dire que le principe de Pareto, 80-20, là, que 20% de tes efforts contribuent à 80%. Mais en sport d'endurance, on le voit souvent, où ce qu'ils disent que 20% devrait grosso modo être un effort, de l'entraînement de qualité, de l'entraînement qui demande de souffrir un peu.
pour 80% qui ne te demandent pas de souffrir. Fait que, grosso modo, mettons, sur 10 heures d'entraînement, j'en fais un petit peu plus que ça, mais sur 10 heures pour faire un chiffron, 8 heures là-dessus, je pédale très mollo. Là. J'écoute des émissions sur Netflix, puis etc. Puis 20%, ben là, j'ai mal. Puis dans les sports de combat, ben dans le jiu-jitsu, c'est un petit peu ça. Parce qu'on faisait beaucoup de pratique, puis on faisait du combat. Mais en pratique, tu pratiques la technique, tu vas pas mal, mais quand tu es dans le combat. Fait que tu sais, j'aurais pas tant que ça de la douleur, mais oui, je sais pas si j'ai du plaisir, là. J'ai du plaisir. Mais en fait, c'est pas tant le plaisir de la douleur, c'est la récompense qui vient avec. C'est que si tu veux t'améliorer, t'as pas le choix de passer par là. Tu sais, si tu veux progresser dans quelque chose, il n'y aura pas le choix d'avoir un moment où ça va être difficile. Peu importe c'est quoi, je veux dire, il n'y a pas grand-chose dans la vie qui... Si tu veux progresser, à un moment donné, c'est ça. Il y a une phase où c'est pas facile. Pas facile dans le cas du sport, c'est entre autres de la douleur, mais tu sais, dans d'autres activités, ça pourrait être autre chose. Fait que je pense que t'as-tu plus de plaisir dans le 8 heures de mollo ou dans le 2 heures d'effort intense? J'ai plus de plaisir dans... Je dirais dans le mollo pour vrai. Pour vrai, je pense que oui. Oui. Parce que j'ai pas... Tu sais, ouais. Mais je sais qu'il faut que l'autre... Le désavantage, c'est que c'est plus long. Oui, c'est plus long. Mais tu sais, là, je le fais moins parce que là, il va recommencer à faire beau. Là, il y a comme une période où je suis un peu saturé. J'étais en dedans beaucoup, là, puis surtout avec le vélo. D'habitude, avant, j'étais plus dans la course à pied. Puis ça tu peux le faire à l'année dehors. Le vélo aussi. L'an prochain, je vais probablement acheter un fat bike pour justement éviter cette affaire-là. Mais tu sais, moi, les sports d'endurance, au-delà de tout ça, il y a comme un volet très exploration qui m'a toujours vraiment intéressé. Fait que tu sais, quand j'ai fait pas mal de trail pendant un bout, ben, tu sais, tu cours dans une trail, ben, t'arrêtes, tu sais, je me mettais pas de pression, là. J'arrêtais, mettons, à un point de vue, je pouvais m'arrêter, regarder, puis là, tu t'explores des endroits où les gens peuvent pas aller autre que par leurs jambes. Puis si tu cours, ben, tu peux aller plus loin que celui qui marche en moins de temps. Ouais. Même chose avec le vélo, tu sais, vélo de route, tranquillement, ben, je découvre des rangs en Mauricie puis dans le coin que j'avais jamais vu parce que tu passes pas là en auto, là. Je veux dire, en auto, on fait point A, point B. Ben, tu portes pas attention. Mais tu sais, les petits rangs entre deux villages, là, entre Yamachiche puis Saint-Thomas-de-Caxton, puis cette affaire-là, ben, tu passes jamais là dans la vie. Fait que tu sais, là, je découvre, sauf que celui-là, il se fait... Tu découvres quand tu vas pas trop vite. Quand tu es dans la douleur, tu as le nez collé dans tes watts, puis là, tu t'assures de regarder ton focus, que tu es à 200 watts, 230, 240 watts, puis là, tu es là, puis là, si ça descend, tu remontes, fait que là, tu regardes nulle part. Fait que j'aime mieux le mollo. Ça pour dire que j'aime mieux le mollo. Ça me permet de voir les choses, d'explorer les choses, ça fait partie des raisons pourquoi j'ai le goût d'aller rouler des heures et des heures. Là, c'est pas juste... Dans le mollo, c'est le truc, c'est de garder ça justement intéressant puis plaisant. Soit parce que je sais que tu écoutes énormément des podcasts. Fait que, ça, c'est merveilleux là, de pouvoir en plus apprendre des trucs sur la psycho, sur le sport pendant que tu fais du sport. Fait que là, c'est gagnant-gagnant. Puis moi, je me suis acheté un vélo l'année passée avec ma blonde. Là. Pandémie oblige, on se cherchait des nouvelles activités à faire. Puis c'est vrai que cet aspect-là d'exploration, on dirait que c'est de quoi que j'avais oublié là, quand j'avais un vélo quand j'étais jeune, enfant, ado. Puis, tu sais, j'avais oublié que c'est des nouveaux coins que tu ne vas pas nécessairement en auto. Puis, c'est vraiment des nouveaux paysages. Puis, moi, c'est vraiment mollo, là, justement. Mais c'est l'aspect que j'aime beaucoup du vélo. C'est juste on va explorer, on s'en va à telle place. Puis, ça me donne un objectif. Puis, c'est des places que je ne me rendrais pas à pied non plus à la course, là, parce que je ne cours pas tant que ça non plus, là. Ouais, mais c'est ça. Puis, je veux dire, faire 10 km de vélo, je veux dire 20 km de vélo, ça ne demande pas de quelqu'un, surtout relax, n'importe qui est capable de le faire. Faire un 20 km à la course, puis pas être en douleur, te blesser et compagnie, ça prend un entraînement. Là. Puis de la course, moi, c'est rare que je regarde autour puis que je porte vraiment attention, à part quand je cours dans le boisé un peu plus, là, mais... on va parler maintenant là, justement de ton projet 500K en cycliste. Là. Tu veux faire ça au mois d'août prochain. Pourquoi tu as choisi ce défi-là en particulier? En fait, j'ai regardé ce qui était disponible en frais d'événements au Québec. Initialement, mon projet numéro 1, qui incluait du vélo, je voulais faire un truc qui était à Bromont, qui est comme, il appelait ça
Ultra Bromont, je pense. Ultra Bromont, c'est une course. Ouais, ça, c'est une course, la course à pied, mais il y a du vélo aussi. Mais ils font sur 2 jours. La première journée, tu fais le 80 de vélo de montagne, puis le lendemain, tu fais le 80 de course. Fait que ça a été mon point A quand je me suis acheté un vélo l'hiver passé après une blessure de course. Puis finalement, je me suis juste rendu compte tranquillement que je vieillis, que mon corps récupère, mais récupère moins bien. La course à pied, j'aime ça, mais c'est physiquement, pour moi, plus difficile. Fait que je me suis comme découvert que j'aimais beaucoup le vélo. Fait que là, j'ai regardé les options juste vélo. Je voulais finalement pas me racheter un deuxième vélo parce que c'est ça qui est ça pour là. On a des vélos. Il y a plein de monde qui tripe vélo et qui en connexionne, mais ça coûte cher. Fait que pour cette année, un vélo, c'était suffisant. Fait que j'ai trouvé des vélos de route, les affaires de route qu'il y avait. Puis ça s'appelle Ultra Défi. En fait, il y a un 1000 même cette journée-là. J'y ai songé. Il y a un 1000 puis un 500. Finalement, j'ai opté pour le 500 parce que je me dis, bon, on va faire ça intelligemment. Un 1000, réalistement, ça peut se faire en combien de temps? L'an passé, le gars qui l'a fait le plus rapide, ça y a pris 46 heures. Okay. Puis après ça, ça tombe à 50 quelques heures. Mais je pense que, si je ne me trompe pas, l'événement donne 72 heures pour le compléter. Fait que, puis il y a... Oui, puis il y a même une place dans le trajet qui a un dortoir, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas tout regardé le 1000. Même pour le 500, il y a un dortoir parce que le temps limite, c'est 36 heures pour le compléter. Moi, dans ma condition, avec ma préparation, je pense que c'est réaliste de le faire mettons, mon plan A, c'est 20, mon plan B, c'est 24, mon plan C, c'est je vais le finir quand je finirai, mettons. Ouais. Mais en bas de 24 heures, tu n'as pas besoin de dormir dans la vie, là. T'as pas besoin de dormir. Là. Ça, c'est mon temps de militaire qui me l'a appris que 24 heures, tu peux marcher avec un sac à dos sur le dos pendant 24 heures, puis à la fin t'es moins là que t'étais, mais t'es encore fonctionnel. C'est plus facile d'être réveillé 24 heures en étant actif? C'est une bonne question. Parce qu'en même temps, tu sais, ce qui est difficile de pas s'endormir à 24 heures, c'est que si t'es assis sur ton divan et tu fais rien, il me semble que c'est probablement plus facile de s'endormir. Là, c'est probablement plus facile, mais en même temps, tu sais, après 20 heures... t'es plus fatigué. T'es plus fatigué physiquement, ça c'est sûr. Je sais pas, j'ai l'impression que je vais vivre, puis c'est pas encore détaillé, il faut que je fasse encore un peu de recherche, mais que je vais vivre ces pilules de caféine un peu, puis à la fin, c'est comme je disais tantôt, c'est pas super équilibré de faire ça. Là. Fait que, à un moment donné, dans la bouffe, je serai pas super équilibré non plus. Et je vais prendre ce qu'il va falloir pour l'événement. Puis pourquoi tu avais besoin d'un défi, mettons? Ouais, tu sais, moi, dans les sports d'endurance comme ça, je trouve que c'est une belle voie de développement personnel. Tu sais, j'ai fait certains événements de course, là. Fait que j'ai fait des 50 km de trail, j'ai fait des 60. Puis tu sais, c'est que tu apprends beaucoup de choses sur toi. Là, tu sais, en vélo, je l'ai jamais fait. Puis aussi long que ça, j'en ai pas fait, là, qui vont me prendre 24 heures. Les plus gros événements que j'ai fait, c'est des 12 heures, mettons. Fait que tu sais, c'est comme une étape de plus où ce que tu apprends à gérer, ta fatigue, gérer les hauts, les bas, gérer ton stress, tu apprends tes capacités de résilience, comment c'est comme se mettre dans le trouble volontairement, là. Puis après, fait que le jour où moi, j'ai pas eu tant d'enjeux avec la COVID, que ce soit santé mentale ou quoi que ce soit, puis j'ai pas perdu ma job, j'ai pas eu tant de choses négatives que ça, mais je suis convaincu que ce genre d'événement-là m'aide à passer à travers des événements de la vraie vie. C'est que tu gardes vraiment une routine puis un horaire chargé aussi, là. Oui. Fait que c'est ça, ton rythme de vie est sensiblement pareil à avant. C'est juste que là, tu travailles de chez vous plutôt que de te déplacer à l'université. Là. Oui, il y a ça. Mais tu sais, même je pense que je veux dire par là, c'est que l'événement, c'est que le jour où tu es confronté à c'est sûr qu'il y a des moments que dans cette 20, 24 heures, 28 heures-là, je vais avoir le goût d'abandonner, de tout lâcher. Là. Puis en fait, j'aurais le droit. Là, je veux dire, j'ai payé pour être là. En fait, je paye pour être là. Fait que si je veux, je prends le téléphone, puis j'appelle, puis je dis j'ai fini, venez me ramasser quelqu'un. Là. Mais fait que tu sais, quand la vie t'arrive avec des défis, tu sais que tu as les capables.
je pense que on parle de psycho, puis le sentiment d'auto-efficacité un peu, ben à travers ça, tu le développes. Mettons, je m'inscris à un 500, puis je me pose pas la question, je suis capable de pédaler 500. Je vais m'arranger pour être capable, puis je sais que si je mets des efforts, je suis capable. Fait que quand la vie me lance une balle courbe, ben, je me dis un peu la même chose. Je le sais, OK, ça, je l'ai jamais vécu, ben je vais faire mes devoirs, je vais m'ajuster, puis je vais y arriver. Des fois, c'est peut-être un peu pensée magique, mais en le testant sur des événements sportifs de longue distance comme ça, ben, c'est un peu moins de la pensée magique parce que je l'ai quand même vécu dans d'autres choses. Ben, ça dépend ce que tu fais après dans ta préparation, là, en fait. Oui. Là. Si tu te dis je suis capable puis ta préparation est nulle ou ça va être juste de la pensée magique. Là, ouais. Mais puis, la préparation pour des événements comme ça, moi, dans mon plan actuel, je vais me rendre pour, mettons, le premier qui... Ben, en fait, je n'irai pas bien plus loin, là, mais je vais probablement me rendre à 12-14 heures, des journées de préparation, peut-être sur 2 jours, mettons, une vingtaine, faire mon événement, mais sur 2 jours, avec un vrai repos, avec une nuit entre les deux. Mais tu peux pas le vivre. Ben, en fait, ça devient niaiseux là, de le faire, de copier ton événement complet à ces longueurs-là. Là. Rendu là, ben, je vais m'inscrire au 1000. Fait que tu peux quand même pas être prêt à 100%. Là. Même si tu vas faire face à l'inconnu, il va arriver un moment où ça va être le plus loin que tu n'as jamais été, puis il faut que tu pousses à travers ça. Fait que, ouais. Puis tu sais, ça, au-delà de ça, c'est que je suis un individu qui fonctionne avec ça, là, avec des défis. Fait que, je pense qu'avec les années, j'ai appris à me connaître, puis c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi pour driver mes énergies vers quelque chose, vers un événement, vers un défi, puis qui me permet entre les deux ben, d'avancer, puis j'espère m'améliorer comme personne. Ben, il y a vraiment une progression. Tu peux voir vraiment du point A au point B comment tu as été capable d'évoluer. Oui. Puis tantôt, tu parlais, tu avais comme plan A, 20 heures, plan B, plan C. Pourquoi tu te fais des plans comme ça, 3 plans comme ça? Ben, en fait, le premier étant, on va dire, optimiste, un petit peu. Là, C'est optimal, mettons. Ouais, c'est vraiment celui que j'aimerais. Là, c'est en fonction, ma préparation est faite pour ça. Fait que je mesure mes temps, je mesure où ce que j'en suis pour ça. Mais comme je dis, c'est un événement que j'ai jamais vécu. Fait qu'il peut arriver n'importe quoi, là, une crevaison. Dans des longs, en vélo, un peu moins, j'ai l'impression, on entend moins parler. En course à pied, souvent, il y a beaucoup de monde dans les longues distances qui ont des problèmes gastriques. Fait qu'à un moment donné, la bouffe ne rentre plus, elle fait juste sortir. Okay. Fait que là, finalement, tu as une drop d'énergie. Fait que tu finis l'événement pour le finir. Fait que il y a tellement de facteurs sur lesquels j'ai pas le contrôle. C'est ça, c'est de se préparer à l'imprévisible, dans le fond. Que j'aime mieux avoir, puis me donner plus qu'un objectif pour, on va dire, pas être déçu, pour gérer mes attentes. Fait que, je vais mettre fait que si l'objectif 1 ne marche plus, au moins, je peux passer en mode B, puis continuer à avancer vers quelque chose d'autre. Puis si ça ne marche pas, ben comme je dis, l'objectif final, ça va être juste de finir. Là, parce qu'en fait, l'an passé, il n'y a personne qui a fini. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il a fait vraiment, vraiment mauvais. Okay. Fait que, quand tu pars d'un événement comme ça, puis qu'il mouille, je vais dire, à Sio, sur un vélo pendant... Mais l'an passé, le 500, c'est la première fois qu'il faisait le 500, puis personne n'a fini. Le 1000, il y a du monde qui ont fini. Mais ils partent une journée avant, fait que peut-être qu'ils ont eu le temps de faire justement 500 km, 500 km au sec, puis qu'il restait ça après. Je sais pas pourquoi, j'ai pas parlé avec le gars qui organise. En plus, ils partent en fait, le 1000 part un peu plus tôt, mais c'est en même fin de semaine. OK. Ouais, ceux-là, ils font en même temps parce qu'il y a une question de logistique. Là. Tu l'as dit toi-même, là, la motivation va jouer un rôle important dans l'atteinte de cet objectif-là. Toi, qu'est-ce que tu mets en place là, dans le quotidien, mettons, pour garder une motivation? J'ai pas beaucoup de besoin de me garder motivé. Là. Je pense, le projet en soi me motive. Fait que ça va... c'est-à-dire que l'objectif final, c'est le fun. Là. Mais même le projet de grimper mon entraînement, de penser à mon entraînement, de planifier mon entraînement, tout ça, j'ai du plaisir à le faire. Fait qu'il y a beaucoup de ça. Mais sinon, le reste, c'est ça. C'est pour me garder motivé, ben c'est
c'est que ça devient... En fait, c'est que ça devient une habitude. Tu sais que c'est rendu automatisé, mettons, dans ma routine de vie, l'activité comme ça, puis ce niveau-là quand même, parce que quand j'ai fait une phase avant de retomber dans les sports d'endurance, les moments où je faisais de l'entraînement, du sport de combat, je m'entraînais quand même 7-8 fois en gym, plus la muscu, etc. Fait que j'étais à peu près dans la même intensité. Fait que ça fait, mettons, 5-6 ans quand même au bout de la ligne que je maintiens ce rythme-là. Fait que je pense que à partir du moment où ça fait partie de ton identité, que ça fait partie d'une habitude, tout ça, ça crée le climat de motivation qui fait que tu as moins de besoin versus, par exemple, quelqu'un qui se met à l'activité physique, qui a besoin de s'accrocher à quelque chose. Moi, j'ai s'accrocher à quelque chose peut-être même plus externe, je pense qu'il s'est rendu intériorisé à moi. Puis c'est ça que quand tu commences, tu n'as pas de résultats, tu n'as pas eu encore comme les bienfaits de ce que tu as commencé, puis ça ne vient pas tout de suite non plus, souvent. Là. Si tu veux perdre du poids ou prendre du muscle, peu importe ton objectif en entraînement, souvent au début, c'est plus long, puis à un moment donné, justement, tu pognes un rythme. Puis je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que là, 2 épisodes, j'ai posé une question semblable à Alexandre Gagnon-Bouchard qui est en entraînement, puis il me dit exactement la même chose, comme que lui, il s'entraîne depuis ultra longtemps. Avant, c'était pour le sport. Mais là, il n'y a plus tant d'objectifs sportifs, mais pour lui, c'est pas difficile de se motiver à s'entraîner, c'est juste intégré à ce qui est. En plus, il est kinésiologue, fait que ça fait partie de son identité. Fait que je pourrais mettre, je pense, les 2 extraits back-à-back, là, puis ça serait très semblable comme réponse. Il y a un des modèles avec lesquels je vais probablement travailler dans ma nouvelle thèse, si on veut, puis c'est justement associé à l'activité physique. Puis il y a différents outcomes de base, mais là, c'est un peu un triangle où tu as l'adoption d'un comportement, la transformation à l'action, puis en haut de la pyramide, c'est maintien. Puis lui, quand il a pris plein d'études qui ont été faites dans des modèles de changement de comportement en activité physique, il y a 2 points qu'il a mis comme en haut, puis c'est justement ces 2-là. C'est le moment où l'activité physique est devenue une habitude puis une identité. Mais tout d'un coup, tu as pas mal moins de besoin de ce qui est en bas de la pyramide. Parce qu'au début, au début, il faut que tu mesures. Souvent, ils vont mesurer un jugement affectif. Est-ce que tu aimes ça, tu n'aimes pas ça? Bon, ça a des choses de base à mettre en place. C'est quoi les attentes? Tes attentes envers ton attente, tu disais, mon attente, c'est de perdre du poids. Ça, c'est une attente plus instrumentale versus une attente plus je veux avoir du plaisir. Une attente plus affective. Bon, il mesure différentes choses dans le modèle. Au milieu, tu as tous les comportements d'autorégulation qui, le feedback que tu vas avoir, le mettre dans la planification, le monitoring, le surveiller ce que tu fais, ta progression et compagnie. Puis en haut, c'est ça. En haut, il y a ces 2 points-là. Fait que je pense qu'au-delà de moi qui le dit, lui, la façon qu'il a fait, c'est qu'il a relevé tous les modèles qui existent depuis longtemps qu'on voit. Qu'est-ce qui ressortait? Puis ces 2 points-là sont assez centrales. Fait qu'à un moment donné, bien que c'est une habitude, fait que ça devient automatique. Dans le fond, tu n'as plus un processus de réflexion envers ton activité. Elle se fait. Puis en même temps, c'est que ça devient toi, l'activité physique. Fait que tu n'as plus de besoin non plus de. T'as plus besoin ça va être le fun ou pas le fun. Tu le sais qu'il y a des journées que ça sera pas le fun, mais ça fait partie de ça. Ouais. Fait que même la science, tranquillement, les modèles, en tout cas, du moins, qui ont été développés dans les 30 dernières années, tendent vers ça. Fait que... OK. Je connaissais pas le modèle. Il s'appelle MPAC. Multi-phase Action Control. Fait que c'est basé sur des Action Control. Fait que c'est proche des théories de la... je ne dis pas en français, le plan behavior, toutes ces choses-là. Fait que c'est proche des théories socio-cognitives puis tout ça. Mais c'est assez récent. C'est un chercheur à Vancouver, en fait. Okay. Fait que lui, il a lancé ça. Je veux dire, c'est la recherche qui a mené à développer son propre modèle. Ça date de 2013. C'est pas super vieux là, comme modèle. Fait que ça a été testé sur différents points, là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Ouais. Puis parce que là, c'est un long processus d'ici au mois d'août, là, as-tu prévu des trucs genre pour te maintenir motivé, discipliné dans les prochaines semaines si jamais ça devient plus difficile? En fait, mettons, là, je suis planifié jusqu'au
début juillet. Fait que les 8 prochaines semaines sont comme faites parce que, puis tu sais, en fait, pour me garder motivé, je te dirais que c'est comme des blocs de plus ou moins 2 semaines. Fait que les fins de semaine que j'ai pas d'enfants, comme là, ce qui s'en vient pour moi, 2 semaines après, etc., c'est là que je fais mes gros projets. Fait que là, comme là, en fin de semaine, je m'enligne pour un 8-10 heures. Fait que ça va être ma plus longue sortie. Fait que sur papier, j'ai jamais fait plus que 200 km en vélo. Fait que là, mettons, c'est ce que je voudrais faire. Fait que probablement que dans 2 autres semaines, puis là, il faudrait que j'en fasse un peu plus. Puis il faut les trajets que je vais faire, ils ont beaucoup de côtes. Puis en Mauricie, ben, c'est juste le parc de la Mauricie qui l'a. Le parc, il fait un petit peu plus que 100. Fait que peut-être que dans 2 semaines, je vais essayer de le faire, mettons, 2 fois le parc. Ça va me donner 200, peut-être 230 kilos. Fait que tu sais, j'ai comme des plus petits objectifs dans les grands objectifs qui me permettent de regarder, mettons, dans 2 semaines où est-ce que je m'enligne, qu'est-ce que je vais faire. Puis tu sais, ça demande de la planification là, quand tu pars pour une journée de même. Fait que ça m'oblige à réfléchir, à mettre de l'énergie envers aussi, ça. C'est ça, réfléchir au parcours, créer le parcours, est-ce qu'on peut les importer comme par GPS? Fait que tu sais, c'est toutes des petites actions là, qui permettent justement, en fait, le modèle que je parlais, je suis comme dans la deuxième phase. Là. Ce qui me permet de maintenir la motivation, c'est tout ce qui est les comportements de planification, de suivi, d'analyse de mes données, puis de me faire des plus petits chunks, là, des plus petits blocs, fait qu'en faisant des 2 semaines. Puis là, je fais 2 semaines. Fait que là, j'ai un bloc de 4 semaines, une semaine de repos. Puis je repars pour un autre bloc jusqu'à celle-là. Là, il va y avoir mon événement, mon premier événement. Puis après ça, c'est. Fait que là, juillet, août. Fait qu'il va me rester un autre rebloc comme ça à planifier où est-ce que je vais faire des 2 petites semaines pour arriver jusque-là. C'est ça, c'est comme des blocs qui s'imbriquent parce que ton bloc de 2 semaines te permet de faire l'autre d'après parce que ça te prépare pour l'autre d'après. Puis là, ainsi de suite là, jusqu'à atteindre l'objectif final. Là. Exact. Fait que, ça, dans le fond, moi, de la façon. Je pense que ça peut s'appliquer à bien des choses dans la vie, là, dans lesquelles on met un effort, puis d'autres sports. Là. Puis c'est que j'y vais comme un peu un roller coaster. Fait que je monte, là, je redescends juste un peu, là, je remonte un tout petit peu plus haut, je redescends un petit peu moins bas. Comme ça, j'ai comme une progression. Là. En fait, tu as parlé avec des gars de bodybuilding, ça fait là, la périodisation. Ils en font là-dedans aussi. Ben oui. C'est un peu le même modèle dans bien des sports. Là. Parce que si tu essaies d'aller all-in tout le temps, tu risques de te blesser. 2, tu vas pouvoir arriver avec un plateau. Puis tu vas. C'est pour ça que tu redescends un petit peu, mettons. Tu ne fais pas tout le temps juste monter là, parce qu'il y a plus de risque de blessure. C'est de laisser le temps c'est des périodes de repos aussi. C'est ça. De consolider la fatigue que tu as demandé, cumuler sur une période, de laisser le temps un peu de cumuler. Moi, la semaine passée, j'ai pédalé 5h30. Là, cette semaine, je remonte à 15-16 heures, mettons. Puis là, je vais remonter. Il doit y avoir énormément de gestion de repas aussi à travers ça parce que tu dois manger pas mal plus. Ça, j'ai pas encore embarqué là-dedans, honnêtement. C'est-à-dire que pour l'instant, je mange vraiment plus, mais je mange pas n'importe quoi, mais presque. Okay. Je mange clairement beaucoup trop de carbohydrates simples, là, fait que du pain et compagnie, là, je mange vraiment trop de ça. Fait que je fais pas trop de gestion de poids. Pour le 500, moi le faire. Fait que là, dans le fond, ce bloc-là, le bloc qu'on parle là, jusqu'à cette compétition-là, je fais zéro attention. Ben, pas zéro attention, là, c'est pas vrai. Là, mais je mange quand j'ai faim, ce qu'il y a disponible et compagnie. Puis après le bloc, là, l'autre bloc, je vais faire un peu plus attention pour probablement dropper comme juillet août, probablement que je vais dropper un 5 livres à peu près. Là. Je n'ai pas bien à perdre, là, je suis pas un gros gars. D'en dropper un 5 pour en avoir 5 de moins à traîner pour le 500. Mais pour le moment, oui. Je mange, le soir avant de me coucher, je mange 3 bagels au beurre de peanut. Il est 9h et 8h30 le soir. Puis je déjeune avec autant, si c'est pas plus. Puis entre les deux. Dans tes sorties très longues, ça demande d'avoir des petites affaires qui se traînent bien, là, vraiment des genres de petites compotes sucrées ou des petits jus qui se boivent ultra vite, mais juste du sucre. Là. Oui, en fait, il y a des choses spécialisées. Là. Moi, pour des raisons budgétaires, je prends du Gatorade parce que c'est vraiment moins cher. Il y en a, mais t'as quelques sponsors. T'es-tu sponsorisé? Ouais, mais j'ai pas trouvé personne pour de la bouffe. Vraiment, j'avais eu des choses avec Exact Nutrition, mais c'était comme un concours parce que je faisais une levée de fonds. J'ai fait une levée de fonds avec Movember. Justement, j'ai couru Movember, il disait dans le mois, courir 60 km, c'est comme leur promotion de l'activité physique. Fait que j'avais comme décidé de le faire en une journée. Puis pour chaque dollar ramassé, je faisais 1 mètre de dénivelé positif. Fait que j'avais ramassé 500 quelques dollars. Puis il y avait Zach Nutrition, puis une compagnie de linge de Tikia, qui est comme la casquette que j'ai là, qui a fait tirer des prix pour m'aider à ramasser de l'argent. Fait que j'avais fait ça.
Fait que eux vont me supporter pour du linge de vélo pour cet été. Exact Nutrition, il était déjà booké en frais de partenariat. Fait que j'avais relancé, ça n'a pas débloqué. Fait que pour l'instant, je mange des bars qui viennent de chez Kirkland puis des choses de même parce que c'est plate, là, mais c'est clairement pas la même qualité que les vrais produits, les bons produits. Ben, la différence, c'est quand tu pars et que tu en manges 6-7 dans la journée, j'aime mieux les petits sachets qui valent 30 sous chaque qu'une pièce la barre. Maintenant, c'est ça. C'est ça. c'est une question d'argent. Bon, en terminant, là, en fait, là, où les gens peuvent te suivre, s'ils veulent suivre ton projet, premièrement, puis aussi tous les trucs de motivation psychologique que tu partages. Là. Ouais, en fait, le plus simple, puis celui que je suis plus présent, c'est sur Instagram, fait que c'est @benplante. Sinon, j'ai un site internet là, en lien avec la motivation, là, puis mes projets www.benplante.com, mais honnêtement, de ce temps-ci, il est moins mis à jour. Je vais essayer de recommencer là, à produire un peu plus d'articles là-dessus, là, où je produisais justement, là, quand on parlait des articles sur la passion et compagnie, c'est là qu'ils sont hébergés. Je dirais que c'est 2 places. Là, je suis sur Facebook, sinon LinkedIn et compagnie, mais c'est les deux plateformes que j'utilise plus. Ouais. Le site, c'était pas Explorateur de la motivation? Ouais, aussi. Il y a comme mon nom. Les deux mènent à la même place. Ouais, j'ai acheté les deux. J'ai acheté mon nom, j'ai acheté Explorateur de la motivation, qui est comme un peu le brand en arrière de ça, là, du côté, dans le fond, l'idée étant que j'explore la motivation sur le côté plus scientifique avec le doctorat, mais aussi dans la vie à travers mes activités. Ouais. Bon, j'ai acheté un œil là-dessus. Merci d'avoir accepté l'invitation. Très cool. Ça fait plaisir.